Bienvenue dans ce webinaire. Merci de vous être inscrit, consacré aux questions de propriété intellectuelle à se poser pour réussir sa transition digitale. Alors, quelques petits mots pour vous présenter le cabinet Dreyfus rapidement. On est un cabinet de conseil en propriété industrielle, donc c'est une profession qui est réglementée, une profession du droit, et on a une expertise qui est dédiée à la propriété intellectuelle, à l'économie numérique et aux nouvelles technologies. Donc, on vous défend aussi bien dans le monde réel que dans le monde virtuel. Les spécificités, c'est qu'on a des compétences transverses, à la fois juridiques et techniques. Juridiques des conseils en propriété industrielle des avocats et techniques des ingénieurs, essentiellement pour l'Internet. On a développé une plateforme qui s'appelle Dreyfus IP Web, où on donne accès à nos clients à tous leurs dossiers et en toute transparence. Donc, notre expertise, c'est la propriété intellectuelle au sens large, que ce soit dans le monde réel, les marques, les dessins et modèles, les droits d'auteur, dans l'Internet, les nouvelles technologies, les noms de domaine, les réseaux sociaux. Et on s'occupe de contrats, de contentieux. Et également, on est très au fait des questions de conformité et propriété intellectuelle. Réunis cet après-midi pour vous parler et vous aider à réussir votre tournant digital, Soraya, Alexis et Clémence. Donc, je vais laisser la parole à Soraya qui va nous présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, la présence de l'entreprise sur Internet, qu'est-ce que ça signifie? Donc, comme exemple, on va prendre notre site, donc celui du cabinet, et on va voir quels sont les différents éléments qui le composent. Donc, tout d'abord, on a le nom de domaine, dreyfus.fr, sans lequel rien ne serait possible, puisque le site est lié à ce nom de domaine. Sur notre nom de domaine, on a aussi paramétré une messagerie donc, qui nous permet d'envoyer et de recevoir des emails, notamment à notre adresse contact@dreyfus.fr. Alors sur notre site, on a aussi notre logo, donc qui n'est pas la marque verbale, mais la marque semi-figurative, donc qui est stylisée. Et en général, toutes les entreprises mettent en place un logo qu'elles vont figurer sur leur site. On a aussi évidemment nos mentions légales, nos conditions générales d'utilisation et nos conditions générales de vente, sur lesquelles on reviendra un peu plus tard. Et pour la communication externe, la visibilité de l'entreprise, on fait un renvoi sur nos comptes réseaux sociaux comme Facebook et Instagram. Alors, le programme de ce webinaire se divise en deux pôles. Tout d'abord, la stratégie en ligne, donc avec le site web, les réseaux sociaux, le droit d'auteur et le référencement. Et ensuite, une fois qu'on a bien mis en place son site, comment on se défend sur Internet et pourquoi c'est essentiel de se défendre. Alors, le site web. Donc, première étape, nom de domaine et la marque. Pourquoi est-ce qu'il faut absolument avoir une marque? Quels sont les avantages? Tout d'abord, vous avez un monopole d'exploitation, c'est-à-dire que vous êtes le seul à pouvoir exploiter ce signe pour les produits et services que vous avez visés, et ça s'étend aussi aux marques similaires. Donc, par exemple, Chanel est le seul à pouvoir utiliser le signe Chanel pour des vêtements et accessoires de mode, et ça s'étend aux marques similaires. La marque, contrairement à d'autres actifs de propriété intellectuelle comme le brevet, est renouvelable indéfiniment. Donc en France, c'est tous les 10 ans, ça dépend des pays. Mais voilà, donc c'est un actif sur lequel on peut vraiment miser dans le temps. C'est un pilier dans votre stratégie marketing et commerciale, puisque ça montre aussi à vos clients et à vos partenaires que vous croyez en votre signe, dans le signe que vous utilisez. Donc vous avez la protection adéquate. C'est aussi important pour rentabiliser les investissements réalisés lorsque vous lancez un produit ou un service, puisque si vous avez passé du temps à réfléchir à un nom que vous allez employer, mais qu'ensuite vous ne le protégez pas correctement, sa force est nettement diminuée. On a aussi des pays qui sont très rigoureux, comme la Chine. Donc, on ne peut pas exploiter en Chine si on n'a pas la marque qui correspond aux produits et services. Et c'est aussi source de revenus. Donc, on a un exemple assez célèbre qui est celui de Lacoste, qui est un joueur de tennis qui a fondé cette marque, mais qui n'avait pas les compétences techniques pour l'exploiter. Et donc, il a consenti des licences à différents licenciés, un par catégorie de produits, et ça lui permettait d'obtenir des revenus. Alors, quels sont les points importants avant de déposer sa marque? Donc, on essaie de la déposer le plus tôt possible, donc dès la jeunesse du projet. Donc, ça évite les dépôts frauduleux. Donc, éviter que quelqu'un de mal intentionné qui a tendu l'oreille et a entendu quel était votre projet dépose la marque avant vous. On choisit ses batailles. Donc, à moins d'être Crésus, on ne va pas déposer la marque dans le monde entier. Donc, on choisit vraiment les territoires pertinents. Donc, là où l'entreprise a implanté, là où elle fabrique ses produits le cas échéant, là où la marque est exploitée, donc là où les services sont rendus, où les produits sont vendus, et éventuellement les pays pour lesquels on a des projets assez proches. Et donc, on a un mécanisme qui est pas mal qui s'appelle le droit de priorité. Donc, c'est-à-dire que si par exemple vous déposez une marque en France, vous avez 6 mois pour l'étendre à l'étranger. Donc, ça vous permet de voir venir
et de déployer votre stratégie progressivement. Et donc, votre dépôt ultérieur bénéficie de l'antériorité attachée au dépôt français. On essaie aussi de penser global et digital avec les noms de domaine. Donc, on essaie de déposer simultanément la marque et les noms de domaine pour éviter des disparités en termes de protection. Et on fait attention aussi aux spécificités de la loi applicable dans le pays de dépôt. Par exemple, aux États-Unis, c'est très difficile de faire protéger un nom de famille. Et donc, pour bien faire sa feuille de route et savoir comment procéder, c'est important de se faire assister d'un conseil qui va vous permettre d'optimiser vos coûts, puisque un dépôt mal fait égale une marque rejetée et on n'est pas remboursé des taxes. Donc, c'est important d'être efficace dans son dépôt et de savoir dans quel pays aussi déposer. Et évidemment, votre conseil vous assistera pour les opérations de due diligence. Voilà, alors avant de déposer sa marque, il faut vérifier quand même qu'elle est disponible. Disponible pour voir si elle ne porte pas atteinte à des droits de tiers. Et on fait une recherche d'antériorité. Cette recherche d'antériorité, on l'a fait à la fois parmi les marques antérieures, mais aussi parmi les noms de société, les dénominations sociales et les noms commerciaux qui sont inscrits au registre du commerce et les enseignes. Et également les noms de domaine. Et il est important de sécuriser son nom de domaine dès le départ. Donc là, on a une photographie de l'existant et on met en place une stratégie pour libérer le signe et pour qu'il soit exploitable de façon paisible. Dès qu'on dépose la marque, il est recommandé de mettre en place une surveillance de la marque pour le futur, pour connaître en fait d'éventuelles atteintes et décider ou non de réagir avant même que les produits soient sur le marché et donc de pouvoir tuer une atteinte dans l'œuf. Donc ces surveillances, on les fait sur les marques, mais on les fait aussi sur les noms de domaine et sur les réseaux sociaux. Et on peut également mettre en place, lorsqu'il y a des produits, des surveillances en douane pour arrêter en douane de la contrefaçon. Alors, il faut choisir avec soin son nom de domaine. Donc, on peut enregistrer dans plusieurs extensions. Donc, on a un champ des possibles très très large. Donc, selon la présence géographique. Donc, par exemple, si je sais que je vais exploiter en France, aux États-Unis et au Canada, bah, je m'intéresserai au .fr, au .ca, au .us. Alors, en marge, évidemment, par exemple, des .com plus classiques. Et aussi selon le domaine d'activité. Donc, si je choisis d'être dans la santé, je pourrais prendre le .health, .healthcare, ou dans le luxe, le .luxury. Et donc, le nom de domaine est essentiel et c'est important d'essayer de se protéger vraiment en amont, puisqu'on voit aussi qu'on a un marché secondaire florissant, donc des noms de domaine qui sont déjà enregistrés peuvent se revendre à prix d'or, donc parfois on atteint le million. Plus le nom de domaine est court et composé d'un terme générique, plus il a de la valeur. Donc c'est important d'être protégé dès le départ. Donc le nom de domaine évidemment renforce l'identité et la marque. Si vous avez un nom de domaine qui correspond de manière identique à votre marque, vous jouissez d'une visibilité plus accrue, donc ce qui est très important aussi pour le ralliement des consommateurs et donc la communication sur le site internet. Et ça permet évidemment de lutter contre le cybersquatting et les risques de phishing, puisque si vous avez tous les noms de domaine stratégiques pour votre projet, on a moins de noms de domaine intéressants à cybersquatter. Alors, une fois qu'on décide de créer le site, donc on a notre nom de domaine, maintenant on va créer notre site, il faut qu'on rédige les mentions légales. Et il s'agit de mentions obligatoires qui fournissent différentes informations sur la société et l'hébergeur, donc liées à son identification, son activité, l'utilisation des cookies et l'utilisation des données personnelles. Et pour les sites de e-commerce, il y a aussi des mentions supplémentaires qui sont les mentions relatives à la vente, les conditions générales de vente. Et en cas de manquement, on peut avoir une amende de 1 500 €. Donc c'est important d'être vigilant. Alors, comment rédiger ces conditions générales d'utilisation? Elles ne sont pas obligatoires, mais en fait, ça permet quand même de bien régir les rapports avec les internautes et les consommateurs. Donc, ça délimite les modalités d'accès et de navigation d'un site internet et de ne pas laisser les choses au hasard et donc d'éviter le conflit. Mais pour que l'utilisateur soit tenu par ces CGU, il doit en accepter les conditions. Alors, on a aussi les données personnelles. Donc, la France est un pays extrêmement protecteur de la vie privée et des données personnelles. Donc, il faut vraiment voir les choses de manière large et savoir comment procéder. Donc, il faut une politique en matière de cookies. Donc, le cookie, je pense qu'on est tous habitués à cliquer sur accepter à chaque fois qu'on va sur un site. Mais pour rappel, le cookie, c'est un petit fichier qui est enregistré sur le navigateur et qui permet de tracer le comportement d'un internaute sur un site web. Donc, lorsqu'on met en place des cookies, il faut informer l'utilisateur du but poursuivi, demander son consentement avant de récolter les cookies et donc lui laisser un véritable choix. C'est un peu pareil pour les campagnes d'email. Donc, si vous récoltez les adresses email de tous les internautes qui vont sur votre site et qui s'inscrivent, il faut demander leur consentement avant tout, leur permettre de se désabonner facilement et être transparent là-dessus.
Et donc, évidemment, donc on a le RGPD qui surplombe tout ça et qui pose plusieurs principes. Donc, la finalité, c'est pourquoi est-ce que je collecte ces données personnelles? La proportionnalité, est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que j'en ai vraiment besoin pour mon activité? Combien de temps je les conserve? Et est-ce que j'en assure comme il faut la sécurité? Et est-ce que je permets aux gens de bien exploiter leurs droits, enfin d'exercer leurs droits? Est-ce qu'ils peuvent retirer leur consentement facilement s'ils le souhaitent? Et on a aussi les données sensibles qui posent plus de problématiques, donc qui concernent par exemple l'orientation sexuelle ou religieuse d'une personne. Alors, les avantages du e-commerce, je pense que vous commencez tous à les connaître, vous les connaissez tous, mais quelques statistiques, c'est toujours intéressant. C'est aujourd'hui 9,8% du commerce de détail, c'est plus de 2600 euros dépensés par an par internaute, acheteur, et 98% de satisfaction sur les achats Internet qui sont réalisés. Donc, ça permet naturellement, et c'est particulièrement important aujourd'hui, de surmonter la distance et les impossibilités de proximité. Ça réduit le coût des transactions. Ça permet d'établir une proximité avec le client, d'évaluer facilement sa satisfaction, d'élaborer des stratégies marketing et surtout de réduire le coût de la transaction. Mais donc pour le e-commerce, il y a des précautions à prendre, surtout pour les contrats, comme ce sont des contrats à distance. Donc les obligations d'information de l'offre, les CGV, on en a déjà parlé. Il faut respecter la formalité du double clic pour l'acceptation et accuser réception de la commande. Voilà. Donc le premier clic en fait permet de valider la commande et le second, il permet de confirmer définitivement la commande après avoir vérifié et au besoin corrigé. Et s'il n'y a pas ce double clic, la vente peut être annulée et considérée comme non valide. Donc, dans les particularités encore, donc on a les CGV, on en a parlé, qui sont particulièrement importantes, les conditions générales de vente. Donc, ce sont ces informations obligatoires que le vendeur doit fournir à la personne qui achète un produit ou un service. Et la loi est très claire, exige des informations précises, très claires. Et notamment, il faut qu'il y ait le prix, les conditions de livraison, le délai de livraison, les coûts associés au service, et tout ça à partir d'une amende qui peut être importante, puisqu'on a une amende administrative qui va jusqu'à 15 000 euros pour une personne physique et une personne morale, 75 000 euros. Un autre aspect clé de la stratégie online, ce sont les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on le sait, la présence online ne se fait plus uniquement via un site web, mais aussi via les réseaux sociaux. Donc, il y a, lorsqu'on choisit les réseaux sociaux, des points importants à garder en tête. L'intérêt d'être sur les réseaux sociaux, ça va être d'augmenter sa visibilité et de développer sa notoriété, ce qui permet aussi d'augmenter le trafic de son site web. C'est aussi un outil qui facilite la communication avec le consommateur et qui va donc permettre de mieux connaître ses clients et leurs retours. Et enfin, c'est une possibilité de mener des campagnes marketing à moindre coût. Mais cependant, lorsqu'on choisit ces réseaux sociaux, il faut faire attention à plusieurs points importants. Tout d'abord, il est crucial de définir ses objectifs pour ne pas déployer des efforts inutiles dans la création de comptes dont l'utilité serait moindre. Il faut également identifier sa cible, puisqu'on ne va pas utiliser les mêmes réseaux sociaux, par exemple, selon les tranches d'âge. Et de la même façon, il faut aussi déterminer le type de contenu que l'on veut produire. Par exemple, si on ne peut pas produire de contenu visuel, un réseau comme Instagram va avoir un intérêt limité. À l'inverse, si vous avez un magasin, alors des réseaux tels que Instagram ou Pinterest vont représenter de très bonnes vitrines. En somme, il faut comprendre les codes propres aux réseaux sociaux et se former sur leur utilisation, parce qu'ils peuvent représenter un énorme avantage, mais s'ils sont mal utilisés, ils peuvent aussi nuire à l'image. Au niveau de la stratégie online, il faut aussi faire attention aux droits d'auteur. Lorsqu'on va avoir recours à un prestataire, il est important de s'assurer d'avoir le droit d'utiliser les images et les créations. La clause doit notamment prévoir, selon l'article L131-3 du Code de la propriété intellectuelle, l'étendue et la durée de la cession. Il faut savoir que le droit français est très protecteur des auteurs et si les cessions ne sont pas écrites express et qu'elles ne visent pas précisément le pourquoi de la cession, elles peuvent être facilement annulées.
Alors, toujours concernant le droit d'auteur, on va se poser la question de savoir que deviennent les images une fois qu'elles sont postées sur Internet. Donc, il faut être particulièrement prudent et attentif concernant les réseaux sociaux parce qu'on a une particularité qui est que lors de l'inscription, on adhère obligatoirement aux conditions générales d'utilisation au simple clic. Donc, ces conditions générales d'utilisation, elles vont prévoir que vous conservez vos droits sur tous les contenus que vous publiez et que vous consentez à accorder des licences exclusives et illimitées au réseau social pour utiliser ce contenu. Ce qui veut dire que si on a par exemple une photographie avec un mannequin, qu'on a signé un contrat avec ce mannequin pour une durée limitée et que cette photographie, elle circule sur les réseaux sociaux, on pourrait être en infraction par rapport au contrat qu'on a avec le mannequin. Donc, il faut être extrêmement vigilant, prévoyant et avoir à l'esprit que lorsque l'on poste sur les réseaux sociaux, il devient difficile de maîtriser la circulation du post au sein de ces réseaux. Toujours concernant la stratégie online, on s'intéresse maintenant au référencement. Donc, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au référencement? Parce que pour que tout l'effort mis dans la création d'un site Internet ne soit pas vain, il faut s'assurer que le site soit vu. On a deux types de référencement. Le référencement qui est dit naturel, qui se fait via un algorithme du moteur de recherche qui vont classer les différents sites pertinents selon les mots-clés donnés. Et on a le référencement dit payant. C'est en fait une réservation payante de mots-clés pour apparaître au top de la recherche lorsque ce mot-clé est recherché. Le problème que l'on peut rencontrer avec le référencement payant, c'est ce qu'on appelle le position squatting. Donc, c'est le fait pour un concurrent de réserver le mot-clé correspondant à la marque d'un autre concurrent. En cas de position squatting, la responsabilité de l'hébergeur, donc à savoir le moteur de recherche, elle est très limitée. Quant à la responsabilité de l'annonceur, elle est aussi sous condition. Donc, soit il faut que l'annonce suggère un lien économique entre l'annonceur et le titulaire de la marque, soit l'annonce soit trop vague sur l'origine des produits et des services en cause. Il est possible tout de même de réserver des mots-clés d'un concurrent, mais il faut faire très attention lorsque l'on rédige son annonce. Donc pour ça, il est évidemment conseillé de se faire aider par un professionnel. Et enfin, si on veut éviter d'être confronté au position squatting, le conseil, c'est celui de réserver ses mots-clés à l'avance. Maintenant, on va s'intéresser à pourquoi est-ce qu'il faut se défendre sur Internet. Oui, pourquoi se défendre sur Internet? Pour éviter les fraudes. Il faut que l'internaute, lorsqu'il cherche votre site, il sache qu'il est en sécurité et qu'il est bien chez vous. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui sur Internet? On voit énormément de fraudes et de plus en plus. Ça peut être une usurpation d'identité, ça peut être du phishing pour essayer de récupérer des données sensibles bancaires, ça peut être la fraude au président, qui n'est pas forcément de se faire passer pour le président, mais pour un organe de la société. Ça peut être le service comptable, ça peut être une secrétaire. On voit des faux sites Internet, on voit des fausses offres d'emploi, ça dévalorise l'image de la société. On voit des faux comptes sur les réseaux sociaux et on voit aussi des noms de domaine qui ne sont pas actifs, mais qui ont ce qu'on appelle des serveurs MX. C'est des serveurs qui permettent en fait aux fraudeurs d'envoyer des campagnes de emailing qui peuvent être extrêmement nocives pour l'image de marque de la société. Donc, il faut être extrêmement vigilant. C'est l'objet de ces surveillantes, on en a parlé et dont on reparlera, pour éviter de tarnir sa réputation sur Internet. Et éviter aussi la dilution de la marque. Donc, tous ces phishing, cybersquatting, tout ça, c'est du mauvais bruit et ça nuit également au business et à la sécurité que peut avoir l'internaute quand il va chez vous pour pouvoir acheter en toute sécurité. Donc, il faut donc bien faire attention aux faux sites et aux faux mails de phishing. Donc, phishing, comme on en a parlé, c'est ces mails qui cherchent à récupérer des données financières. Également, il y a aussi des données confidentielles qui peuvent circuler. La jurisprudence est relativement sévère contre les utilisateurs. Alors, vous allez me dire, oui, mais nous, si c'est pour notre business, c'est les utilisateurs qui sont responsables. Ben non, parce que l'utilisateur qui est trompé, il va se détourner aussi de la société. Donc, c'est bien à la société de protéger ses clients, internautes, utilisateurs. Alors, on a beaucoup d'exemples sur Internet de cas de fraude. Donc là, on a un superbe faux site Louis Vuitton, donc qui en réalité est plutôt bien fait, hein, puisqu'il reprend des visuels officiels. Bon, après, si on est habitué à faire un peu de shopping en ligne, on peut quand même clairer l'arnaque avec Louis Vuitton pas cher, avec la petite faute d'orthographe aussi à cher.com.
Mais voilà, donc il y a quand même, le squatter a pris un nom de domaine qui reprend la marque, il a créé un site qui peut passer pour un site légitime et il est référencé sur Internet avec le terme déstockage. Donc si on est, voilà, si on est un peu naïf ou très optimiste, on peut croire à ces 80% de réduction et décider de refaire sa garde-robe et voilà, d'être très déçu ensuite. Alors, on a aussi les emails de phishing. Donc ça, c'est assez classique. Enfin, personnellement, j'en reçois souvent. Donc, on a des exemples Orange et DHL, donc qui vous font croire que vous avez, par exemple, pour Orange, gagné un bon d'achat et qu'il faut juste répondre à 2-3 questions. Et en général, la fraude est telle qu'une fois que vous avez répondu à ces questions, on va juste vous demander de faire un paiement d'1 € avant de gagner monts et merveilles. Et évidemment, vous n'aurez rien, mais eux auront vos coordonnées de carte bancaire. Et pour DHL, pareil, on vous dit qu'il faut faire un complément de paiement pour recevoir votre colis. Et c'est comme ça qu'ils récupèrent vos données personnelles. Donc pour reprendre Louis Vuitton, donc là, bon, c'est moins, avant c'était 80% de réduction, là c'est 70%, mais c'est quand même pas mal. Donc on a une fausse page Facebook donc, qui prétend vendre des sacs à prix réduit et on a quand même 375 abonnés. Hein, donc voilà, donc c'est important de protéger ces consommateurs puisque comme Nathalie l'a dit, même s'ils peuvent être considérés comme responsables s'ils ne sont pas assez vigilants, l'idée c'est quand même de garder sa clientèle et pas de la perdre à cause de la fraude sur Internet. Alors, comment se défendre sur Internet, maintenant qu'on a vu pourquoi c'était important? Alors, le fait de gérer sa marque sur Internet, ça consiste aussi à avoir une stratégie adéquate avec de la défense préventive. Donc, on anticipe les besoins de nom de domaine lors du lancement de nouveaux projets. Donc, comme on l'a dit, quand on dépose la marque, on essaie aussi de déposer en même temps les noms de domaine qui correspondent. Et donc, on essaie d'évaluer vraiment la situation de manière globale. Nathalie, vous avez parlé tout à l'heure des recherches d'antériorité. On fait des recherches parmi les marques, mais aussi parmi les noms de domaine. Donc, ça permet vraiment de voir sur quel terrain on s'avance et voir si les noms de domaine qui nous intéressent sont déjà pris ou non. Puisque s'ils sont déjà pris, déjà en termes marketing, ça peut être gênant puisqu'on a moins de visibilité, puisqu'on n'a pas ce nom de domaine-là, sauf à le racheter. Et en revanche, si on a pas mal de noms de domaine qui sont déjà pris, on peut courir le risque qu'il y ait du cybersquatting dessus plus tard. Et en fait, anticiper les choses, ça permet, certes, voilà, ça génère des coûts au démarrage, mais ça permet en fait d'anticiper et d'être très réactif et donc d'éviter de devoir gérer des situations de crise par la suite. Il faut aussi définir une politique d'enregistrement de nom de domaine donc pour éviter la disparité entre les enregistrements. Donc souvent, ce qu'on peut voir, c'est que les entreprises laissent les salariés enregistrer les noms de domaine à leur nom ou les fois enregistrés par des prestataires. Et en cas de conflit un jour avec ce prestataire ou ce salarié, on a des cas où la personne refuse de transférer le nom de domaine et parfois même met en ligne un site qui nuit à la société. Donc c'est important d'avoir une bonne charte de nommage et d'avoir des noms de domaine qui sont bien enregistrés au nom de la société. Et c'est un peu la même chose au niveau des réseaux sociaux. Donc éviter que les boutiques ou les partenaires réservent des comptes. Il faut garder la main mise sur ses actifs. Et donc la marque est aussi une arme pour se défendre sur Internet. Donc comme on l'a vu, si on veut agir contre les faux comptes réseaux sociaux, donc le faux compte par exemple Facebook qu'on a vu pour Louis Vuitton, ou se protéger dans les référencements des moteurs de recherche, comme Alexia en a parlé, il faut absolument avoir une marque. Et voilà. Et donc la marque permet aussi d'avoir d'autres avantages, notamment parmi la Trademark Clearing House. Donc vous savez, il y a toutes ces nouvelles extensions, le .luxury, .healthcare, .guru. Et donc en fait, les titulaires de marque disposent d'une période prioritaire pour enregistrer les noms de domaine qui reprennent leur marque. Donc ça s'appelle la période de Sunrise. Voilà, et qui est suivie par une période de land rush et la période finale, donc la general availability. Tout le monde a le droit d'enregistrer des noms de domaine. Donc c'est important voilà, de pouvoir bénéficier de cette période prioritaire pour éviter le cybersquatting. Donc, on en a déjà un petit peu parlé, mais ce qui est important, c'est d'avoir un outil qui permet effectivement de surveiller sur Internet l'usage de la marque, donc surveiller les noms de domaine, mais aussi sur Internet les marketplaces et de façon générale surveiller sa marque et ses dénominations sociales pour savoir un petit peu, parce que plus on est exposé, plus on est imité et plus il peut y avoir des atteintes. Alors après, surveiller, c'est pour connaître la situation. Connaître, ce n'est pas forcément agir et il va falloir mettre en place une stratégie de réaction qui va être différente en fonction des secteurs d'activité, qui va être différente en fonction des métiers.
on ne défend pas sa marque sur Internet de la même façon lorsqu'on est une profession réglementée, une banque, ou lorsqu'on est un distributeur, ou lorsqu'on est dans le domaine du tourisme, des voyages. On ne va pas réagir non plus de la même façon en fonction d'un fraudeur, d'un partenaire, d'un cybersquatteur ou d'une agence de communication qui aurait déposé et qu'on pourrait récupérer. Et après, donc, on va mettre en place une cartographie des risques pour voir comment réagir. Est-ce qu'il faut réagir immédiatement? Est-ce qu'il faut surveiller? Contre quoi agir? Par exemple, si on a un nom de domaine comme un .co qui est pour la Colombie, ça laisse vraiment penser au .com. Il y a une vraie confusion pour le public. Ce sont par exemple des noms de domaine sur lesquels on conseillera de réagir rapidement. Donc tout ça évolue très vite à la vitesse de l'Internet, et il faut mettre en place des plans et être capable de les faire évoluer rapidement. Voilà, donc on arrive à la fin de ce webinaire et on a tenu formidable le timing. On a même un tout petit peu de temps, donc s'il y a une observation, une question, une remarque, on sera ravis d'y répondre. Sinon, on vous souhaite une très très belle après-midi. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions plus complexes ou des observations à nous faire suite à ce webinaire. On a essayé de voir rapidement 360 degrés de cette stratégie sur l'Internet. Merci à tous et à bientôt.